Le Rwanda. Qui n'a jamais entendu parler de ce petit pays d'Afrique centrale qui a connu un des plus importants génocides de notre histoire et une terrible guerre civile? Difficile de ne pas se rappeler le million de morts, les millions de personnes déplacées, les milliers de maisons détruites. Aujourd'hui encore, la situation reste fragile. Entre les affrontements qui persistent et les blessures qui tardent à se refermer, toute une population cherche à se refaire une vie. Une population composée de gens ordinaires qui n'ont jamais voulu la guerre, mais qui doivent pourtant en subir les énormes conséquences. Tout le Rwanda, nous continuons encore d'être dans un climat de guerre. La guerre n'est pas finie dans le sens, dans le cœur. Les gens souffrent encore beaucoup des conséquences de guerre. Le problème ethnique, pour moi, c'est quelque chose que les politiciens utilisent pour séparer les gens, pour leurs intérêts, leurs propres intérêts. Les traces laissées par la guerre sont évidentes. Et ceux qui ont échappé à la mort paient très cher le droit à la vie. Au Rwanda, ce sont en majorité les femmes qui ont survécu. Des femmes qui vivent entre les larmes causées par la douleur d'avoir perdu des êtres chers et la sueur du travail qu'elles ont à accomplir pour réorganiser leur vie et reconstruire leur pays. Le génocide a touché beaucoup les hommes parce que ici, la société ici, c'est une société patriarcale. Donc c'est l'homme qui perpétue la famille. Donc si on voulait, par exemple, exterminer une race, c'est les hommes qu'on extermine. Parce que c'est eux qui représentent la race, quoi. Bon, maintenant, les femmes aussi sont mortes, mais la proportion des femmes mortes est moins importante que les hommes. Et actuellement, on estime que la population rwandaise est formée de plus ou moins 70% des femmes. Et parmi ces 70% des femmes, on estime que plus de 80% c'est des veuves ou des femmes seules. Je parle des femmes seules parce qu'actuellement, il y a aussi beaucoup de femmes qui ont leur mari en prison. Il y a un phénomène au Rwanda qu'on appelle le phénomène de veuve. La femme qui a pris la maison et la famille en charge. Ça, contre sa volonté, parce qu'au Rwanda, normalement, le mari, c'est le chef de la famille, c'est traditionnel et tout ça. Et beaucoup de projets, moi je dirais même les Canadiens, pour une émancipation de la femme et tout ça, n'ont pas beaucoup réussi avant la guerre. Mais durant la guerre, puisque les femmes, beaucoup de familles ont perdu les maris, les chefs de famille, maintenant les femmes sont par le fait même obligées de prendre en charge la famille, avec beaucoup de succès. Au Rwanda, le rôle des femmes est plus important que jamais. Car c'est sur elles que repose en grande partie la reconstruction physique et sociale du pays. Une tâche qui demande à ces femmes, profondément traumatisées par ce qu'elles ont vécu, de faire preuve d'une volonté et d'une force exceptionnelles. Les femmes sont seules, elles se sont retrouvées devant des responsabilités auxquelles elles n'étaient pas préparées avant. Donc elles doivent faire les tâches qu'elles avaient avant, les tâches de femmes et les tâches du mari. Et c'est elles à qui incombe la reconstruction du pays.
Vous savez qu'en 1994, que la plupart des bailleurs de fonds ou des gens qui étaient venus aider le Rwanda ont tous quitté. Et dans le cœur des Rwandais, ça leur a déchiré le cœur. Ils peuvent dire, voilà, ce que les médias, ce qu'on a vu dans les médias, c'est pas ça le Rwanda. Ce n'est pas que ça le Rwanda, des tueries et tout. Nous, on est là, on veut être là, on veut reconstruire, on veut que vous soyez témoins et on veut que vous rapportiez ces choses-là. La volonté est d'autant plus grande que la détresse a été grande. Et la solidarité entre femmes dépasse les conflits ethniques. De la douleur d'avoir tout perdu et du désir de rebâtir, sont nées toutes sortes d'initiatives. Duo Zanier, une petite association de veuves de la région de Boutaré, en est un exemple petit mais puissant. Duo Zanier, en langue kinyarwanda, signifie « les femmes qui se consolent ». Cette association porte tragiquement bien son nom, puisqu'elle est composée de femmes qui n'ont pas été épargnées par la guerre. 350 veuves, dont le souvenir des souffrances ne peut s'effacer. Des femmes de tous âges qui font preuve d'un énorme courage et qui ont bien des choses à raconter sur le chemin qui les a amenées à se réunir au lendemain du génocide. Une fois, on est venu, moi aussi, on s'est attaqué à moi. On m'a dit, toi aussi tu es complice, maintenant on va te tuer. Si tu ne nous montres pas tes enfants, c'est toi qu'on va tuer. J'ai dit, tuez-moi, je ne sais pas où sont mes enfants. On les a cherchés, mais on ne les a pas trouvés. Alors on m'a amené, il y a un homme qui avait une lance, il l'a mis ici derrière moi et il m'a conduit jusque dans la brousse. Au moment où il allait tirer, il y a quelqu'un d'autre qui est venu et lui a dit, au moment où tu t'attaques à cette femme, il y a un vrai Ingotani qui s'échappe. Mais c'était pour le tromper, il n'avait vu personne. Alors c'est à ce moment que l'homme m'a laissé et ils ont couru. L'autre m'a dit, il faut que toi aussi tu cours. Alors j'ai couru et je suis allée me cacher. Et c'est ainsi que mes 4 enfants ont pu survivre à la guerre et le père a succombé. C'était des femmes traumatisées qui étaient isolées. Chacune était de son côté et chacune était dépourvue de tout, matériellement et psychologiquement. C'était des femmes complètement seules, complètement traumatisées. Et la plupart avaient perdu leur... En plus des maris, parce qu'elles sont toutes des veuves, elles avaient perdu aussi des enfants. Bakaba barahagaritse abicanyi ni ukwicara hasi ntidukomeze kugira gutya kuko mureba twese twabaye nk'abasazi tukajya inama yatuma. Toutes les veuves se sont alors réunies autour de Daphrose, une femme reconnue pour avoir été très active au sein de syndicats paysans. Une femme que la guerre venait aussi d'écorcher. Troublée par la détresse de ses veuves, Daphrose décida de trouver un moyen d'aider ces femmes à partager leurs douleurs et à s'entraider. C'est à ce moment qu'elle alla rencontrer Josepha. Elle est venue me dire, bon, dans ma commune, il y a beaucoup de veuves qui sont éparpillées, qui ont perdu toute la confiance en la vie. Et j'aimerais faire quelque chose. Est-ce que le préfet peut m'aider à faire quelque chose? Elle me dit, aidez-moi seulement à les organiser, à les mettre ensemble, parce qu'elles risquent même de se suicider. Nagira ngo wenda ubwo Perezida abe yahaguruka atubwire uko bimeze n'uko byagenze n'uko amerewe muri iki gihe. Ndabona nta mutekano turagira n'umushyitsi waratwishe murabona ko ntacyo twambara. Twabuze abana mu kubabura barabanje barasenya umutekano ntawo uvuye he. Turi mu gasozi turatikira turarara ntabwo kwiyoroza nta kambaro nimurebe. Ibi bintu ntabwo byari bidukwiye baratuhekuye batwikira abana turaremba none ubu nta mahoro dufite genda n'abariya baduhekuye bakatwikira abana bakatwikira abana tugasigara kwambaye ubu busa batwirukana ngo nitugende ukaba ucumbitse. Chacune racontait ce qui lui était passé, ce qui lui était arrivé. En apprenant ce que l'autre avait vécu, peut-être on voyait qu'on avait mieux vécu par rapport à l'autre.
Et c'est à ce moment-là que devant la misère des autres, ou bien que devant sa propre misère, que devant la souffrance des autres qui étaient peut-être plus grandes, on pleurait. Alors si tu rencontrais une femme qui avait beaucoup souffert plus que toi, tu oubliais ta propre misère et à ce moment-là, tu allais la consoler. Tout ce qu'il leur restait, c'était une immense peine à partager face à une vie qui devait recommencer presque à zéro. Les simples couvertures, vêtements et ustensiles de ménage obtenus d'urgence sont devenus alors un important symbole d'espoir. Et là, elles ont commencé à avoir un certain espoir. Elles ont dit, bon, il y a quand même quelqu'un qui se préoccupe de notre sort. Mais elles m'ont dit, les habits, bon d'accord, mais on n'a pas où loger. Je leur ai dit, moi, je n'ai rien à donner. Le préfet n'a pas un budget pour construire des maisons. Mais ne pensez pas trop à quelqu'un qui viendra de l'extérieur pour vous aider. Essayez de chercher en vous-même qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous construire les maisons. À la mesure de leurs moyens, les femmes ont construit, à la hâte, de simples petites cabanes avec des branches et de la paille. Un abri minuscule mais bien à soi, pour se préserver de la pluie et du vent. C'est si peu mais si important, quand c'est tout ce qu'on a. Mais elles étaient très fières de ça. Elles se disaient, ça, j'ai un chez moi au moins. Bon. Il y a d'autres qui avaient des petits moyens ou qui savaient qu'il y avait des matériaux qui étaient venus de leur maison. Quelque part, ils avaient identifié l'endroit où se trouvaient ces matériaux. Alors, elles se sont mis ensemble, elles sont allées voir les autorités. Ils ont dit, nous savons où se trouvent, par exemple, nos tuiles, nos portes. Nous allons récupérer nos matériaux. Pour récupérer leurs biens volés durant la guerre, les femmes de Diozani ont mené des démarches auprès des autorités locales. Cette action a été très importante pour ces femmes, qui osent ainsi briser le cercle de violence dont elles sont victimes. Mais tout est violence ici, hein? Tout est violence. Une femme, par exemple, à qui on vient prendre l'enfant, c'est une grande violence. Une femme qu'on va chasser des biens de son mari, c'est une violence. Il y a tellement de violence qui est faite aux femmes. Le fait qu'elles soient seules, démunies, on se dit que c'est une cible facile et on en profite. Au Rwanda, comme dans encore beaucoup d'autres pays, les femmes ont peu de droits et de pouvoirs. Même les enfants, dont elles prennent soin, appartiennent officiellement à la famille de leur mari. Il faut que les lois soient en faveur de la femme, parce que si la femme n'est pas propriétaire, alors qu'elle est seule responsable du ménage, où ça va mener? Donc la femme doit être à la base des changements, aussi bien des changements sociaux, changements de mentalité, changements juridiques, changement économique même. Assez rapidement s'est fait sentir le besoin de reconstruire des maisons plus dignes, à dimension plus humaine. Mais les femmes n'avaient jamais bâti une maison. C'était avant la tâche des hommes. Malgré tout, elles ont entrepris de construire de leurs propres mains une maison pour chacune. Les premières maisons étaient très mal construites parce qu'elles ne se connaissaient pas. Et puis c'était des maisons courtes parce qu'elles ne pouvaient pas monter plus haut. Oui, elles ne pouvaient pas monter plus haut parce que quand elles montaient jusqu'à une certaine hauteur, tu sais, les femmes ici portent des jupes ou des robes et les enfants venaient regarder par en dessous, alors elles étaient gênées. Ou bien même, elles étaient obligées de construire la nuit
quand les enfants ne sont pas là. C'est ainsi qu'elle a brisé même le mythe. Chez nous, les femmes ne pouvaient pas monter au-dessus de la maison, mais maintenant elle les essaie. Les femmes ne pouvaient pas se lancer dans des activités qui étaient considérées comme l'apanage des hommes. En se faisant enseigner par quelques hommes des environs, elles ont appris les métiers de maçon et d'ébéniste. Elles ont aussi appris à travailler ensemble et à repousser leurs propres limites. Et surtout, elles en sont venues à pouvoir sourire à nouveau. Pour une femme devenue chef de famille et ses enfants, avoir retrouvé une maison est une grande victoire. C'est un peu le symbole d'une vie de famille retrouvée. Mais c'est aussi là qu'elle prend conscience du vide laissé par la disparition des êtres chers et de sa propre solitude. Maintenant, c'est sur ses épaules que repose toute la charge de la famille et les lourdes responsabilités que cela exige. Elle paye très très cher ces tâches, les nouvelles tâches qu'elles vont assumer. Moi, je trouve qu'elles vont être responsables doublement. Parce qu'elles étaient déjà responsables, parce que toutes les tâches ménagères incombaient à la femme. Maintenant, il y a les tâches du mari qui s'ajoutent. Il y a même les tâches nationales qui s'ajoutent. Donc, tout ça, ça va être de lourdes responsabilités sur elle et auxquelles elle n'avait pas été suffisamment préparée. L'agriculture, l'élevage et le petit commerce sont les principaux moyens dont disposent les femmes pour nourrir leur famille. La culture des champs est une activité longue et ardue. Selon la tradition rwandaise, elle se pratique en commun. C'est pourquoi les veuves de Diosanié cultivent ensemble. Cela leur permet d'être moins seules et cela leur redonne du courage, surtout qu'elles doivent maintenant labourer à la place des hommes. Les femmes se sont aussi aménagé un lieu où elles peuvent entreposer les céréales qu'elles cultivent ou les produits qu'elles achètent. Ce magasin de stockage leur permet d'être moins dépourvues en cas de mauvaise récolte et de ne pas être victimes des fluctuations des prix du marché. Font aussi l'élevage de chèvres et de porcs grâce à un crédit octroyé par l'organisme Développement et Paix qui les avait aussi appuyés pour la construction des maisons. Certaines d'entre elles ont même démarré un petit commerce qui leur permet de vivre et de rendre accessibles certains produits aux habitants de leur quartier. Après les événements de 1994 au Rwanda, les veuves de Diosanié ont parcouru un long chemin. Elles ont réussi à réorganiser leur vie, à se construire des maisons et à redémarrer l'économie locale. Même que 3 membres de l'association ont été élus comme conseillères lors d'élections communales. Elles ont aussi combiné leurs ressources pour prendre en charge les orphelins et éduquer les enfants. S'il n'y avait pas eu l'association, je crois que beaucoup de femmes seraient encore plus misérables.
quand on voyait les personnes qui essayaient d'entreprendre des activités, on ne voulait pas rester derrière. Il fallait marcher avec les autres. Et à ce moment-là, on était stimulé, on était encouragé. Et c'est la solidarité qui a aidé les femmes à redevenir elles-mêmes. L'association a remplacé la famille que la femme avait perdue. C'est pourquoi elle a été le pilier de la femme pour la reconstruction de sa vie et celle de sa famille. En plus d'aider les femmes, l'association cherche à trouver les moyens pour tirer des leçons des événements au Rwanda. C'est pourquoi les femmes ont entrepris de recueillir le témoignage de chacune des veuves. On veut ainsi mieux comprendre comment elles ont vécu l'expérience de la guerre. On veut aussi apprendre pour qu'un tel drame ne se reproduise jamais. Les initiatives courageuses de reconstruction physique et sociale au Rwanda n'ont pas encore réussi à prendre le dessus sur l'héritage des conflits. Avec une population qui reste encore divisée, qu'aura donc légué l'expérience de la guerre? Ce qui est différent, c'est cette expérience de la guerre que personne ne veut plus. Avant, moi je crois qu'avant la guerre, il y avait beaucoup de monde qui voyait la solution en guerre. Mais maintenant, je ne crois qu'il n'y a personne qui voit qu'une nouvelle solution serait une guerre. Donc cette expérience nous a appris énormément, nous avons payé très cher. La réconciliation, c'est une volonté. C'est une volonté de vivre avec l'autre dans la paix. Et cette volonté, après l'expérience de la guerre au Rwanda, existe bel et bien. Mais cette volonté est combattue par certaines forces et certains gens qui ne peuvent pas supporter que le Rwanda vive en paix parce qu'il a leur profit qui est derrière. Pour les femmes rwandaises, l'expérience de la guerre aura sûrement changé bien des choses. Avec tout ce qu'elles ont accompli et toutes leurs nouvelles responsabilités, la place prépondérante qu'elles occupent dans la société ne peut être remise en doute. Pour les prochaines générations, il y aura beaucoup de changements. En tout cas, je trouve que les rapports de force vont changer entre l'homme et la femme dans la société rwandaise. Et bon, au niveau de l'Afrique, je pense que cette situation du Rwanda pourra peut-être servir d'exemple au niveau des relations entre l'homme et la femme en Afrique. Bon, je pense que le fait de casser les mythes, c'est déjà montré qu'il y a des possibilités de changement. Voir, de souligner quelques de ces exemples, ça nous aide aussi à guérir et à nous en sortir de cette logique de guerre, la logique de tuerie et tout ça. Vous venez dans le pays et puis d'abord on demande où est-ce qu'il y a de la tuerie, où est-ce que ça ne va pas, au lieu de demander où est-ce que ça va. Malgré la situation fragile au Rwanda, malgré les manchettes des journaux qui nous présentent les tragédies et la misère, il existe des centaines d'associations comme Diosanié. Des associations qui regroupent des Rwandais et des Rwandaises éprouvés par la guerre, mais aussi déterminés à reconstruire leur pays. Des gens ordinaires, pour qui la vie n'est ni politique ni partisanerie. Des gens intéressés à tisser des liens d'entraide avec leurs voisins et à tout faire pour assurer à leurs enfants un avenir de paix. Les femmes de Diosanié sont pour nous tous, et surtout pour le Rwanda, un exemple de courage et de détermination. Parce qu'elles ont choisi la vie et l'espoir, malgré tout.